Bonjour tout le monde, et on est dans la continuité de notre entretien avec Paul-Antoine Martin sur son livre Le Temps des pervers. On ouvre notre micro sur ce sujet aujourd'hui fantastique. On a parlé dans une première partie du burn-out et en fait de comment est-ce qu'on en vient à avoir un monde du travail qui est autant... qui comporte autant de gens toxiques, et notamment aujourd'hui on va parler des hauts fonctionnaires. Il y a des hauts fonctionnaires qui sont bien, on va en parler aussi, mais il y a un gros problème au niveau de cette, comme vous disiez hors micro tout à l'heure, de cette caste. Et vous avez travaillé avec Paul-Antoine Martin, ancien cadre d'une grande institution publique et qui notamment a fait un burn-out après des histoires rocambolesques avec des hauts fonctionnaires. Un petit passage rapidement, vous dites il avait ce mépris de nombreux hauts fonctionnaires pour les salariés qui n'avaient pas leur statut. Il y a plein de petites phrases comme ça dans le livre. Ursi tirait les ficelles. Ursi, c'est un des personnages qui harcèle. Il était bien un de ces hommes qui prennent un vicieux plaisir à agir dans l'ombre, comme tant de hauts fonctionnaires qui, par prétention, s'imaginent tacticiens alors qu'ils opèrent comme des pleutres. J'en lirai plusieurs des comme ça. Ah, c'est vos citations. Ah ouais, tout à fait, je le redirai exactement de la même façon. Quel est votre regard là-dessus et qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur les hauts fonctionnaires? On rappelle, on vous connaissait déjà pour Le Clan des Seigneurs, votre précédent livre, qui était plus axé sur ce sujet. Eh bien, mes deux livres, finalement, sont une façon de décrire la corruption, sont deux regards croisés sur la corruption dans le monde de la haute fonction publique. Le premier montrait la corruption au quotidien et l'impact qu'elle a eu, ou qu'elle a, parce que c'est toujours le cas, sur tous les grands outils majeurs que la France peut gérer, et en particulier les grands ports maritimes français. Mais c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour les hôpitaux, c'est pareil pour l'énergie, etc. Pour la police aussi. Pour la police, pour l'éducation nationale, etc. Entre guillemets, suite à mon deuxième livre, là, Le Temps des pervers, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes de l'éducation nationale, et de la police qui expriment leur souffrance, en fait. Voilà. Et donc, le deuxième livre est aussi un livre sur la corruption, mais comment cette corruption morale, je parle surtout de la corruption morale, qui anticipe la corruption financière, cette corruption morale, comment elle se décline dans le management et comment elle se fait perversité. Voilà. Vous dites notamment aussi, il était de ces nombreux hauts fonctionnaires qui n'avaient foi ni dans leur pays, ni dans ce qu'ils faisaient, mais seulement dans leur toute-puissance de l'entre-soi, leur garantissant irresponsabilité et impunité. On est dans un monde finalement où comment est-ce qu'on crée, on n'a pas envie de dire ces monstres, ce serait fort, mais finalement on a l'impression de ça. On se dit mais qui nous dirige aujourd'hui? Il faut rappeler qu'on peut changer les politiques tous les 5 ans. Les hauts fonctionnaires sont des gens qui sont là presque à vie. Enfin à vie. Mais ils sont à vie. Voilà. C'est vraiment un sujet fondamental. Aujourd'hui, il existe effectivement tout un monde de hauts fonctionnaires. Alors j'en ai connu, je le répète, des excellents et qui souffrent d'autant plus que beaucoup d'autres ne le sont pas excellents. C'est ce qu'on a dit dans le premier entretien, finalement. Voilà. Les gens sains souffrent beaucoup plus que les gens toxiques. Complètement. Et on risque de se retrouver à la fin avec un monde où tous les gens sains auront fait un burn-out et de se retrouver qu'avec des gens toxiques. Mais exactement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que la société, c'est ce que j'exprime, elle se suicide. Parce que les gens sains, les gens intègres, les gens qui en veulent, finalement, tombent les uns après les autres. Est-ce qu'on doit être complètement pessimiste et se dire « mince, c'est comme ça que ça va arriver, même si on le dénonce » ou est-ce qu'en fait on peut, moi en tant que citoyen, en tant que journaliste, ma philosophie c'est on doit protéger les plus faibles, quelle que soit la faiblesse ou quelle que soit la force. Est-ce qu'on a des moyens de se protéger de cela ? Est-ce qu'on aurait pu vous protéger vous et protéger vos collègues qui sont peut-être toujours dans cette situation là-bas dans l'ancienne boîte? Alors, me protéger, c'est toujours difficile de protéger avant. Non, mais comment est-ce qu'on peut faire pour le futur maintenant? Alors, ce qui est le côté extraordinaire et on revient sur le burn-out avant de revenir sur la haute fonction publique et comment on a pu créer un tel monstre. Le renversement extraordinaire qui s'opère dans le burn-out, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre à un moment donné, c'est que
il nous rend infiniment plus lucides sur la situation de notre société aujourd'hui. Et finalement, il crée des résistants. Il crée des résistants qui dénoncent et qui ont une grande lucidité sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et finalement, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, c'est aussi ça qui peut protéger en décrivant, en analysant ce qui se passe, parce qu'on l'a vécu dans sa chair au plus profondément. Alors, comment on a pu créer, pourquoi on a pu créer un tel monstre au pouvoir via cette haute fonction publique que moi je décris comme corrompue, parce que je l'ai vu agir. Eh bien, parce qu'au fil des ans, cette haute fonction publique issue des grands corps d'État, je reviens sur ce que je disais dans mon tout premier livre, Le clan des seigneurs, ce sont les grands corps d'État, les 5 grands corps issus de l'ENA, Cour des comptes, Conseil d'État, et puis Inspection générale des finances, et puis les 2 autres issus de Normale Sup et Polytechnique, donc corps technique, corps des mines et corps des ponts. Eh bien, ils ont pris tellement de pouvoir au fil des ans que aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, et en étant au pouvoir, ce qui est extraordinaire et ce qui signe le désastre annoncé de notre société, c'est que notre élite, parce que normalement il devrait être l'élite, cette élite, elle peut se permettre l'inexemplarité totale. Voilà. Donc une élite qui est inexemplaire, c'est une société qui, de toute façon, va mal, ira de plus en plus mal, jusqu'à l'effondrement. On demande aux citoyens d'être parfaits, mais eux peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Et donc, ce sont des gens qui occupent des fonctions très importantes, avec des très grosses responsabilités, et parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils vivent dans un entre-soi extrêmement solide, un pour tous, tous pour un, qui les protège en permanence, quoi qu'ils fassent, eh bien, ces gens-là jouissent de l'irresponsabilité, de l'impunité. Voilà, ils sont responsables de rien, ils peuvent causer 1 milliard d'euros de pertes, il ne leur arrive rien. Et au mieux, il peut régulièrement leur arriver une promotion, voilà, voire la Légion d'honneur, parce que comme ça les... Il y a tout un jeu très pervers aussi qui fait que, comme ils ont le pouvoir, ils peuvent se décerner des prébendes, des médailles, etc. Et donc, ils se tiennent par ce genre de récompenses qu'ils s'offrent les uns les autres. Donc, et puis l'impunité, donc je parlais de l'irresponsabilité, et puis l'impunité, vous ne les voyez pas devant les tribunaux. Ils peuvent causer des milliards de dégâts, faire des fautes considérables. Comme le préfet l'Allemand, pour tous les yeux crevés et les grenades de désencerclement. Vous ne les voyez pas devant les tribunaux, c'est l'impunité totale. Lui est parti aussi, vous parliez des institutions maritimes, il est parti préfet de la mer, quelque chose comme ça, au soleil. Grand bien lui fasse. Exactement, c'est ce genre de parachutage extraordinaire dans la haute fonction publique. Donc, secrétariat général de la mer, il est passé de la préfecture de police de Paris au secrétariat général de la mer. Donc c'est impunité, pardon. Cette impunité fait que ce sont comme on crée des enfants gâtés qui finalement peuvent faire ce qu'ils veulent avec les jouets. Il ne leur arrivera rien, on leur dira pas arrête maintenant. Ils se sont accaparés les propriétés de l'État, les outils de l'État pour leur compte personnel, pour leur compte de caste. Et ces grands corps d'État sont devenus des castes, et donc ils en jouissent entre eux. Et ils se distribuent donc les prébendes entre eux. On ne recherche plus la compétence, elle n'est pas du tout recherchée, on recherche le réseau et puis le renvoi d'ascenseur. Ça ne fonctionne que comme ça. Donc les plus pervers vont être les plus, encore une fois, les plus reconnus dans un tel système. Celui qui sait le mieux manipuler, celui qui sait le mieux mentir, celui qui sait le mieux trafiquer les chiffres, trafiquer les résultats, etc., c'est celui qui réussira le mieux, pas celui qui est le plus compétent. On rappelle, d'ailleurs, on rappelle pas, on peut en parler, on n'en a même pas parlé dans la première partie, mais le moment où Ursi dit oui, il y a eu une commission d'enquête, mais alors la commission, on en fait ce qu'on veut, on leur montre ce qu'on fait. Il y a une forme de... Mais encore une fois, on en revient à l'impunité, mais il y a aucune valeur de vie en société. Et finalement, ces gens-là, et c'est ce que, dans le premier passage que j'ai lu, finalement, vous décrivez des gens qui n'ont aucune connexion
On pourrait dire, je sais pas, moi, la patrie, ce qu'on veut, mais il n'y a aucune connexion au collectif. Ce sont des gens qui vivent, le seul collectif qu'ils connaissent, finalement, vous l'avez dit, c'est leur petite communauté de caste. C'est leur entre-soi de caste. Ils vivent en apesanteur. Mais c'est facile de vivre en apesanteur. Ce sont des gens qui ne risquent rien. Ils peuvent passer toute leur vie à n'avoir aucun risque. Ils ne risquent jamais de perdre leur travail. Le pire risque qu'ils ont, c'est un ralentissement dans leur carrière. Ça, c'est le pire risque qui peut se passer pour eux. Voilà. Ouais. C'est vraiment quand ça se passe, quand vraiment ils ont été ultra mauvais et qu'en plus... Parce qu'il y a pire qu'être mauvais. Il y a pire qu'avoir des mauvais résultats pour ces gens-là. Ça compte plus ou moins. C'est ne pas plaire à un préfet ou ne pas plaire à un ministre. C'est ça qui ralentit une carrière. Ah, donc on est dans le monde des bisounours, des yes man, où tout le monde va dans le même sens et il ne faut surtout pas se froisser alors. C'est ça le fonctionnement de la caste. C'est on pense tous pareil. On pense tous pareil. Alors il peut y avoir des nuances bien sûr, mais on ne va pas contredire quelqu'un qui a plus de pouvoir que soi. Donc on va suivre. Et c'est l'école de la soumission, c'est l'école de l'absence d'esprit critique, etc. Donc c'est l'école aussi de l'esprit grégaire. Hein. Donc on a eu une époque où il fallait désindustrialiser la France. Ils y sont tous allés, de la désindustrialisation. Maintenant, ils nous parlent tous de réindustrialisation. Bon, c'est beaucoup plus dur de réindustrialiser que de désindustrialiser, mais... Ça, c'est... Mais bon, pas assez. ils sont dans cet univers-là, où effectivement, s'ils n'ont pas cet esprit de soumission et grégaire, eh ben, ils sont écartés. Donc, ça forme aussi les esprits. Et celui qui va le mieux comprendre, comment dire, toute la perversité du système, c'est celui qui va le mieux réussir. Et un Ursi, effectivement, moi je l'ai régulièrement entendu dire, mais t'inquiète pas, une commission, on fait ce qu'on veut. C'est aussi l'individu qui était capable de modifier des rapports de cabinets extérieurs avant de les rendre publics, vous voyez. En rajoutant des phrases à l'intérieur à sa gloire, ou pour le prémunir d'un éventuel risque, mais même si ces gens-là n'en connaissent pas. Donc, c'est un univers où ils ne vivent aucun risque, ils sont soumis à aucun risque, mais ça crée des pleutres. Beaucoup de pleutres. Et il faut craindre les pleutres. Ils sont beaucoup plus dangereux que les gens courageux. Et vous dites, j'ai oublié ça dans mes notes, c'est notamment ils ont peur de la justice, ils ont horreur de la justice, bon comme tout le monde on va dire, mais là c'est-à-dire que ça ramène à cette volonté la d'impunité. Justice pénale, parce que l'autre justice il s'en fiche. Mais oui, il s'en fiche, pourquoi ? Parce que ce qui est particulier dans la justice pénale, c'est que c'est intuitu personae, c'est-à-dire qu'elle concerne celui qui est accusé. C'est personnellement. La justice civile, c'est la personne morale. Dans leur cas, ça va être l'établissement qu'ils dirigent. Mais dans ce cas-là, c'est l'établissement qui paye pour leur faute. C'est pas eux. La justice pénale, ce sont des amendes qui sont payées par la personne. Ce sont des peines qui sont, supportées par la personne. Alors ça, effectivement, c'est beaucoup plus gênant pour eux parce que ça peut ralentir une carrière. Ça peut ralentir une carrière. Donc, la justice, ils essayent de la maîtriser, ils essayent par la franc-maçonnerie, par tout un tas d'actions de ce type-là. D'ailleurs, Ursi, moi j'explique dans le temps des pervers, puisque je suis en procès avec lui, qu'il a pris des avocats francs-maçons. Parce qu'il l'est aussi. Donc c'est une façon aussi d'essayer d'infiltrer, si on peut arriver jusqu'au juge pour essayer de l'influencer. Vous voyez, ils ne peuvent pas, vous disiez ils n'ont pas de valeur. Non, il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire tout est question d'influence. Tout est question que j'achète autrui. Et d'ailleurs, il y a une parole, à un moment donné, que je rappelle dans le clan des seigneurs, d'un de ces hauts fonctionnaires qui m'avait dit, mais tout le monde est achetable, il suffit de connaître le prix. Voilà, donc quand on part avec ce genre d'esprit-là, eh bien, toutes les valeurs éclatent. Parce il n'y en a plus. Le sens, ce qu'on comprend là quand vous en parlez, c'est le sens dans leur travail n'est même pas de bien faire son travail pour la société. C'est souvent des personnes qui ont
et qui vont toucher sur de l'action publique, de l'action des travailleurs, des citoyens, de tout le monde en France. Et donc là, on comprend que le sens de leur travail, c'est faire plaisir à leur caste et pas à ça. Vous venez de parler des francs-maçons, c'est quelque chose de flou, moi j'y connais rien et on m'a toujours dit quand j'étais petit, ne t'intéresse pas, ça c'est un truc de complotiste. Comment vous savez que ces avocats étaient francs-maçons et c'est quoi les francs-maçons aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire un cours sur les francs-maçons parce que non, vous en avez parlé. Donc, oui, mais c'est un terme que vous avez évoqué. Donc, je l'ai évoqué parce que je sais qu'il y a des connexions. C'est une communauté, du coup, de gens qui se... c'est une autre caste. C'est une autre caste, c'est une autre fraternité. Vous avez une fraternité de ce type-là, vous avez le même type de fraternité dans la haute fonction publique. Moi, je vois... vous avez, par exemple... J'ai été une victime d'un de ces hauts fonctionnaires du ministère de la Culture qui avait pris plaisir à verser dans les tisanes de ses collaboratrices du diurétique pour... comment dire, ce personnage-là jouissait de les voir uriner sur elle. Bon. Et... oui, non, mais là, on est... Oui, ça va très loin. Eh bien, il a fallu 300 plaintes pour que sa caste, finalement, commence à le lâcher. Mais on est où, là? Vous voyez? Donc, c'est ça, une caste. Une caste, c'est l'ultra-protection. L'ultra-protection. Et en même temps, ça essaie de protéger de la justice. Et puis, pour protéger, ça détruit aussi celui qui peut accuser. Voilà, moi, j'ai été victime de campagne de dénigrement, de diffamation de la part des collègues de la caste de ce Ursi. C'est un moyen, comment dire, d'asseoir un pouvoir. Alors, c'est du très mauvais pouvoir, hein, très très mauvais pouvoir. C'est totalement inexemplaire. Mais comme il manque d'esprit supérieur à l'intérieur de cette caste qui normalement devrait être l'élite, c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est triste. Et ça explique aussi pourquoi notre pays est dans cette situation-là. Et ça va très loin, puisque est-ce que c'est la même chose? On en parlait un tout petit peu hors micro. Un moment du livre, moi, qui m'a choqué, c'est quand vous allez voir le médecin du travail et que le médecin du travail ne veut pas entendre parler de votre souffrance. Dès que ça commence à parler du Ursi, il fait « non, je ne veux pas entendre ça ». Est-ce que c'est parce qu'il y a cette peur de cette caste, la peur des autres hauts fonctionnaires? Oui. Complètement. Ils sont maillés entre eux. Le médecin du travail que je suis allé voir pour lui expliquer que je vivais quelque chose de complètement kafkaïen en termes de harcèlement, que je venais de vivre un burn-out, quand il a compris qui était mon patron, tout de suite il m'a dit non, je veux plus rien savoir. Pourquoi? Quelles sont les pressions qu'il peut avoir, lui? Il savait le maillage qu'il y avait entre... le patron, en fait, alors c'est un médecin du travail qui appartenait à une association, comme il en existe beaucoup en France, qui était chapeautée par un autre baron local, maillé avec Ursi. Et donc, il savait qu'à un moment donné, il allait avoir une pression, et qu'il allait, s'il commençait effectivement à étayer un dossier contre Ursi, il allait souffrir lui aussi. Donc il préférait ne même pas savoir. Comme ça, il n'avait plus d'état d'âme. Donc là, sur la liberté d'exercer des médecins, on est en dessous de la table. Là. Alors, ce que je montre, en fait, c'est que la Macronie a eu l'habileté, ou la perversité, de ne plus chercher, comme les mandats, lors des mandats précédents, à négocier sur le code du travail avec les syndicats. Ils ont trouvé une méthode beaucoup plus, ils appellent ça habile, moi j'appelle ça pervers. On laisse le code du travail tel qu'il est. On ne fait plus de négociation avec les syndicats sur ce sujet-là. Par contre, on organise l'inspection du travail de telle sorte qu'elle ait de moins en moins de moyens. Comme ça, elle ne fera plus respecter le code du travail. Voilà. Et la médecine du travail, on vient d'en parler. Oui. Ce qui fait que vous êtes toujours dans un système où il y a un code du travail qui n'a pas changé, sauf que ceux qui sont là pour le faire respecter, ils n'ont plus de moyens. C'était passionnant de parler Donc c'est open bar.
Ça, on comprend bien. C'est passionnant de parler de ce sujet-là. Si demain, il y avait des tables rondes pour pas trouver des solutions demain, mais pour essayer, on se dit, on repose à plat toute la société, qu'est-ce qu'on a fait mal jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de bien et comment on change. Si demain, il y avait une table ronde et puis on vous dit, Paul-Antoine Martin, monsieur Martin, de tout ce que vous avez fait depuis vos études qui étaient aussi violentes, on en a parlé dans la première partie, avec cette surcompétition, cet écrémage des gens bien, peut-être entre guillemets, ça ce serait binaire de résumer comme ça. Qu'est-ce que vous proposez pour demain, depuis la base de l'éducation, pour qu'on essaie d'avoir un monde plus... Voilà, il y aura l'être humain, il y aura toujours des dérives. L'être humain est fait comme ça. Il y a trop de biais dans le cerveau humain. Mais si on voulait demain essayer de protéger un petit peu plus les travailleurs honnêtes ou les citoyens honnêtes, quelles seraient les premières étapes, selon vous? Le chantier est considérable. C'est une question que vous me posez. C'est pour finir sur une touche très positive. Déjà, moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, Le temps des pervers, c'est comment on les reconnaît, ces gens-là. Comment on reconnaît comment ils fonctionnent pour ne pas être la victime. Parce que quand on se rend compte qu'on est victime d'un pervers, c'est toujours trop tard. C'est pour ça que libérer la parole comme vous le faites en écrivant un livre, c'est déjà une bonne étape. Ça ne fait pas tout, mais... Exactement, c'est déjà une étape. Et puis montrer quelles sont leurs techniques, parce qu'ils ont toujours les mêmes techniques. En fait, ce ne sont pas des gens malins. Ce sont des gens qui appliquent des techniques et ils réussissent. Pourquoi ? Parce que les gens bien n'imaginent pas qu'on puisse réfléchir et raisonner comme ils le font. Et donc, ils se font avoir. Et donc, on va toujours penser que c'est pas possible qu'ils puissent avoir une perversité de ce type-là. Et donc, on essaie de voir le bon côté des choses. Mais à la fin, le pervers gagne. Parce qu'il a réussi, comment dire, à circonvenir en fait la personne, parce qu'elle s'est laissée prendre, parce qu'elle n'a pas été suffisamment prudente. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Alors ensuite, quels sont comment est-ce qu'on peut transformer ça ? C'est déjà la prise de conscience, mais étendue, très étendue. Une fois qu'un pervers il est repéré, eh bien il a perdu son pouvoir. Passionnant. Il a perdu son pouvoir. Oui. Donc ça, c'est déjà une première action. C'est une action fondamentale. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Et dans le monde du travail, c'est pas compliqué. On a tous croisé quelqu'un, un homme ou une femme que l'on estime pervers. Voilà. Et il faut arriver à ce que cette prise de conscience soit développée pour que la stigmatisation change de camp. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et ensuite, la société, elle retrouvera des bases saines. Mais aujourd'hui, et c'est aussi ça que je montre dans la dernière partie de mon livre, c'est que le pouvoir, au travail, il y a beaucoup de pervers, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Dans le monde politique, il y en a quasiment que ça. J'étais en train de penser. Il y a quasiment que ça. Les politiques aussi qui sont impliquées sont aussi perverses. Mais de fait, parce qu'un pervers ne va penser que de façon perverse. Donc les politiques vont être perverses. Et aujourd'hui, on est là-dedans. On vit là-dedans. Vous voyez, le Covid, c'était éminemment pervers. Toute la manipulation... Le pass sanitaire, notamment. Le pass sanitaire, mais toute la manipulation que l'on entend aujourd'hui sur la guerre en Ukraine, sur la volonté de faire la guerre à la Russie, mais tout ça crée un climat pervers qui est porté par la peur. La peur, c'est comme un virus, vous voyez, ça permet de transmettre en fait, parce que la peur se transmet, ça permet de transférer une sidération dans la population, ce qui fait que cette population qui est sidérée par tous ces mensonges, ces manipulations et ces inversions accusatoires en fait que pratiquent les pervers en permanence, l'inversion accusatoire, c'est renvoyer sur l'autre ses propres actions coupables. Sidère la population, et quand elle est sidérée, on arrive encore mieux à la manipuler. Eh bien, si aujourd'hui on avait un corps électoral suffisamment impliqué en tant que citoyen pour détecter comment les choses se passent, on n'aurait pas ce genre de dirigeants. Voilà.
Et il faut aller très vite parce que moi, ce que je perçois, et c'est ce que je dis dans mon livre aussi, c'est que je vois de plus en plus de méthodes totalitaires dans le monde du travail. Or, le monde du travail est aux avant-postes, en fait, des évolutions dans une société. Donc, je vois arriver un totalitarisme peut-être nouveau, dans notre monde demain. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au niveau européen, cette bureaucratie non élue qui impose par des diktats jusqu'à essayer de s'infiltrer dans notre façon de penser et de nous imposer une façon de penser. C'est ça le totalitarisme, avec bien sûr un système autoritaire, etc. Mais on entre petit à petit là-dedans, on le voit bien, les ZFE, le pass sanitaire, tout ça sont aux avant-postes d'un totalitarisme qui s'essaye en fait à contrôler la population. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et moi je pense aujourd'hui qu'on est dans une course contre la montre entre ce totalitarisme de bureaucrates, d'élite bureaucratique, on va dire, élite avec plein de guillemets autour, qui détestent le peuple parce qu'ils considèrent que le peuple est un imbécile qui n'a pas d'autre fonction que de consommer, et un peuple qui s'est dépolitisé et qui a très intérêt à se repolitiser très rapidement pour contrer ce qui est en train de se passer. Voilà. Et cette prise de conscience, elle est absolument majeure. Mais il faut passer par là pour renverser la situation. Et c'est là où il faut aussi regarder comment le système est fait, puisque comme les gens sont pour beaucoup en pré-burnout, par exemple sur Paris, tout le monde est en surtension au travail, 8 heures de travail, plus ensuite 2 heures de transport par jour en moyenne. Les gens n'ont plus le temps de se repolitiser. Et donc la boucle vicieuse est bouclée. Mais je pense qu'on pourrait s'en sortir, et vous donner merci pour ces petites clés que vous venez de nous donner. C'était passionnant de faire ces 2 entretiens. Allez voir le premier si vous n'avez pas vu la partie 1 sur le burn-out. C'est aussi fascinant. Et on parle du système, de comment on en vient à ça. Merci d'avoir pris le temps, Paul-Antoine Martin. Merci à vous. J'espère que c'était pas trop long. Merci à vous. Et je finis là. N'hésitez pas à trouver le dernier Nexus en kiosque. Et je vais finir sur une dernière phrase du livre qui dit « Qu'avait-il de haut ?» entre guillemets, ces hauts fonctionnaires, si ce n'est leur arrogance et leur mépris. Ils se partageaient de toute évidence un réseau de personnes à la vénalité bien utile. Refusant comme toujours d'assumer leurs fautes, ils signaient définitivement leur faillite morale et leur impuissance à être ce que la nation attendait d'eux. N'hésitez pas à aller chercher son livre « Le temps des pervers » aux éditions Maximilien. À bientôt.